quelqu'un qui a demandé à s'ajouter. Alors, est-ce que Benjamin serait chez quelqu'un d'autre? Et dans ce cas-là, je veux bien l'ajouter. J'ai une Adeline qui m'a demandé de se rajouter. Alors, si jamais dans les commentaires, je ne prends l'invitation que de Benjamin, à moins que Benjamin soit ailleurs. Donc, il faut simplement me le préciser. Non, c'est pas ça. Donc, effectivement, c'est Benjamin. Salut Benjamin. Salut, salut. Ah, nickel. Alors, moi, je te vois nickel. Là, je te vois plus. Ouais, bah, ça a marché pendant une demi-seconde. J'ai vu à peu près l'affichage que ça devrait être, mais là, ça remet comme tout à l'heure, donc pas comme la dernière fois, donc Ok. ça ira bien. Si tu me dis que le cadrage est bon, Le c'est le cadrage principal. était bon. Par contre, là, je pense que. Alors, essaye voir d'appuyer peut-être sur le changement de rotation de la caméra, parce que là, je pense que je vois derrière, en fait. Voilà. Là, c'est nickel. Était hyper bien cadré. Parfait, je ne touche plus. Ouais, ça marche. Donc, on va faire de la radio, hein. Ouais, Alors, pour ceux qui ouais, n'auraient bon, pas compris, on a alors, une petite difficulté technique, c'est que Benjamin, il est en version radio. Il ne se voit pas alors qu'il est à l'écran. Donc, vous pouvez me confirmer d'ailleurs, parce que moi je l'ai sur la page à côté que je regarde. J'ai Benjamin qui est là, donc tant mieux. On va se débrouiller comme ça. En plus, l'image est nette, l'image est nickel. Donc, bon, c'est parfait. Ça évitera de se regarder, ça sert à rien de toute façon. ça marche. Ça marche. Alors, quelle heure il est? 20h. Ben, il est 20h. Ben, on peut commencer tranquillement alors, hein, c'est parfait. Formidable. Formidable. Écoute, je vais, on va dire, faire une petite introduction. Déjà, te remercier d'avoir accepté l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Et sans galvauder les mots, c'est un honneur hein, d'avoir un champion de Bon, France sur c'est gentil. l'invitation. C'est vrai, ça Ça fait plaisir. plaisir. Donc, c'est la deuxième session hein, de cette émission qu'on a lancée récemment avec mes collègues de l'Athletic Vosges en tant que club. Donc là, j'accueille en plus ce soir un collègue de l'Entente, C'est de ça. l'AVEC. Section Épinal pour toi, section Remiremont pour moi. Voilà. Donc, juste me représenter rapidement. Moi, c'est Eric. Je suis membre de l'AVEC. Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais notamment speaker. Pas uniquement. De temps en temps, je file un petit coup de main pour entraîner les Benjamin Minimes en demi-fond, notamment, mais pas que. J'en profite pour saluer Jean-Pierre Bégel, notre président de l'Entente, et Yvan Piller aussi pour Épinal. Et le mien, c'est Pierre Beretta. Voilà, comme ça tout le monde aura eu les honneurs. Donc le principe, c'est tout simple, c'est des interviews d'athlètes, d'entraîneurs, dirigeants, bénévoles, organisateurs, prioritairement de l'AVEC, mais pas uniquement. La preuve en est, la première invitée, c'était une jeune de Saint-Dié, qui s'appelle Maë Voinzon. Et je fais une parenthèse parce qu'elle avait les championnats de France de semi-marathon ce matin à Montbéliard. Et elle est devenue vice-championne de France chez les juniors. Avec un super chrono en plus. Ouais, c'est ça, moins d'1h24, hein, si j'ai bien compris. Alors, il y avait un C'est débat ça. sur les temps, là, j'ai pas tout compris. Ouais, alors des fois, il y a du temps réel et du temps officiel en fonction d'à quel moment tu passes ta ligne de départ. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de monde, notamment sur le championnat de France, des fois, tu peux mettre 20 secondes à passer la ligne de départ, parce que le temps que les gens partent, enfin, avance en tout cas. Et donc, tu as toujours des différences entre temps réel, temps officiel, et des fois, on sait pas trop quel temps est sélectionné. Donc, C'est, peut-être que c'est pour ça qu'elle parlait de deux chronos, mais je pense que c'est le temps de la puce qui s'enclenche, qui normalement, enfin, à mon normalement, sens, devrait être. c'est Ouais, sous la pivot, ouais, ouais, complètement, complètement. d'accord. Bah, en tout cas, on la félicite parce que je te précise que c'est une grande fan de toi. Hein. Elle Ouais. est. Ah, non, je te jure, je te On se jure. connaît, Elle a on se une connaît un place petit dans ma peu. En peau, plus. là. On s'est croisés quelques fois là ces derniers mois sur quelques événements, donc c'est toujours sympa de la croiser, elle a toujours le sourire, donc c'est cool. Exactement, toujours le sourire. Voilà, donc là j'en ai profité pour parler de Maë, c'était prévu. Et donc pour terminer, on vous invitera en fin d'émission, tous ceux qui sont spectateurs, à poser quelques questions directement à Benjamin dans les commentaires. Je lui transmets
et on essaiera d'y répondre. Tu essaieras d'y répondre, pas moi. Hein. Complètement, ouais. Normalement, les questions, je devrais les voir parce que je vois le chat, je vois pas nos têtes, mais je vois le reste. Donc, Ah d'accord, ok, c'est parfait. On suivra ça. Donc, je te présente succinctement, ça va être compliqué. Donc, Benjamin, 29 ans, tu as grandi dans la région d'Épinal, tu es actuellement licencié à l'Athletic Vosges Entente Club, section Épinal, dont le président est donc Yvan Piller. Tu es spécialiste des longues distances, 100 km trail, mais tu performes aussi sur des formats plus courts, type 10 km, voire encore des crosses, on en parlera tout à l'heure. Tu es double champion de France du 100 km 2022-2023 et lauréat de très nombreux trails. Alors, on va en citer quelques-uns. Alors, on pourrait y passer une grosse partie de l'émission. On a fait une petite sélection avant. Alors, on va faire dans l'ordre des titres. Donc, championnat du monde en 2022, tu es sélectionné pour les championnats du monde du 100 km que tu termines à la 19e place. Et tu deviens à la même occasion vice-champion du monde avec tes coéquipiers de l'équipe de France, dont notamment Guillaume Ruel et Julien Lison. Absolument. Ouais. Championnat de France 2019, sélection pour les championnats de France de trail court, 11e position finale. 2022-2023, champion de France de l'épreuve du 100 km. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. Alors, dans les trails, tu as également gagné beaucoup de trails. Alors, j'ai fait une sélection rapide. On en avait parlé quand on a préparé l'interview. Infernal Trail des Vosges 2018, format 70 km. Trail de la Vallée des Lacs 2019, 55 km. L'Eco-Trail Paris-Île-de-France 2021, format 80 km. Le Trail des Forts de Besançon 2022, 56,4 km. Les Crêtes Vosgiennes 2023 cette année, le format 33 km. Et également l'Infernal Trail des Vosges, format 30 km. Je précise qu'en 2019, tu as également participé au CCC UTMB que tu as terminé à la 29e place. Est-ce qu'on est bon pour l'instant? Ah bah, je confirme, je valide tout ça. Ouais. Effectivement, comme tu dis, on va pas tous les citer. C'est vrai que j'ai eu tendance à faire beaucoup de courses ces 4-5 dernières années. Donc on va vite perdre tout le monde si on cite toutes les courses, mais je pense que tu as cité les principales. Après, il y en a des plus importantes que d'autres. Il y en a qui me touchent plus que d'autres, notamment les courses locales que j'aime toujours, où j'aime toujours aller. Il y a pas mal de courses où j'étais très heureux et très fier de les gagner. Et des fois, c'est pas forcément les grosses courses niveau, enfin, qui ont des rayonnements internationaux. Des fois, c'est plus symbolique qu'autre chose. Je pense notamment au Trail des Brosses, qui est une course qui se court juste à côté de chez moi. Donc, je vais au départ en courant, je rentre en courant à la fin. Donc, ça, c'est des courses que j'ai toujours connues à côté de chez moi et ça fait plaisir de lever les bras une année sur cette course-là. Donc, voilà. Des fois, c'est pas toujours la taille de la course qui fait l'émotion de l'arrivée, on va dire. Tu as déjà anticipé une question qui arrivera justement parce que je reviendrai un petit peu sur tes coups de cœur, en fait, ce qui t'a vraiment marqué. Parce que, comme tu disais avant, parfois les grands titres, c'est exceptionnel, mais on a dans la mémoire des premières victoires qui peuvent peut-être aussi nous marquer différemment, quoi. Oui, complètement. Oui, bon, j'ai pas trop avancé, alors je vais. Ça marche. Je termine juste sur le marathon et le cross, où tu as également performé. Alors, en 2018, tu as participé au marathon de Metz, que tu termines en seconde position avec un temps de 2h37. Je le précise celui-là pour montrer la différence avec le marathon de Paris ensuite. Donc, en 2022, tu remportes le marathon du Grand Est, donc seul marathon organisé dans la région des Vosges, dans le département des Vosges, pardon, et qui relie Don Rémy-la-Pucelle à Gironcourt-sur-Vraine. Et en 2023, donc, tu fais 39e du marathon de Paris, où tu exploses ton record personnel en 2h23 minutes 2 secondes. Enfin, en cross également. Alors, en cross, je suis resté sur cette année, puisque c'est aussi là que je t'ai vu récemment, à Bichulaire notamment. Donc, je travaille là-bas, j'habite juste à côté. Ah oui, d'accord. En début d'année 2023, tu fais podium 3e des championnats de cross Grand Est à Bichulaire, 9e dans la foulée aux demi-finales à Besançon. Et tu es qualifié pour les finales, mais comme tu avais un autre objectif, le championnat de France du 100 km, tu n'y es pas allé. Je pense que c'est un peu la raison. C'était alors c'était surtout le marathon de Paris, mais dans la logique du 100 km, complètement. En fait, on y reviendra, mais le fait de toucher un petit peu à tout, bon bah le calendrier est pas extensible, donc forcément faut faire des choix sur les courses. Et les crosses, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert cette année, mais en fait c'est souvent pendant les moments où il n'y a pas trop d'autres courses.
Et donc moi j'adore les crosses, mais par le passé, j'ai pas trop eu l'occasion d'en faire beaucoup. Et là cette année, bah, le planning faisait que je pouvais aller relativement loin, mais je savais que de toute façon, qualification ou pas qualification, je pouvais pas aller aux France parce que c'était trop proche après du marathon de Paris. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et une sélection, moi j'ai pas honoré la sélection du coup pour aller aux France, mais peut-être une prochaine fois. Ouais, mais ça fait partie de l'entraînement. On en parlera également tout à l'heure. Dernière petite information, c'est ton record personnel sur 10 km, je me permets de le donner, 30 minutes 40. Et voilà, en gros, je pense, si tu veux rajouter des passages, des lignes de palmarès avant qu'on commence, il n'y a aucun souci. Non, 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 c'est très bien. Je pense que c'est très bien comme ça. On en a parlé et puis on reviendra sur deux, trois éléments comme tu veux. Parfait, parfait. Bah, on y va, c'est parti pour les questions. Donc, quand on a préparé l'interview, tu m'as expliqué que bien que tu étais conscient de tes capacités d'endurance dans ta jeunesse, tu étais finalement dirigé vers la course à pied relativement tard, donc vers 20 ans. Tu as même pratiqué très longtemps le football à l'ES Avière. Alors, est-ce que tu peux nous raconter succinctement le passage de ta vie qui t'a amené à la course à pied? Et je Bien crois sûr. d'ailleurs que le déclic, c'est lié aussi à un défi avec ton père qui est également coureur. Eh ben exactement, exactement. En fait, déjà en étant tout petit, j'ai eu la chance d'être dans une école où le sport était quand même assez mis en avant. On avait un professeur des écoles qui était assez motivé pour nous faire toucher un petit peu à tout, et notamment aux disciplines de l'athlétisme, en faisant du saut, du lancer, de la course. Donc, alors les distances étaient différentes, mais on devait faire du 40 mètres, du 80 mètres, même du 2000 mètres, et puis tous les lancers. Donc j'ai très vite vu que j'étais très mauvais en lancer. En saut, j'étais très mauvais aussi, hein, mais ça m'amusait pas plus que ça. J'avais pas trop de force dans les bras, donc voilà, pour lancer les balles, c'était ça me plaisait moyen. Et assez vite, j'ai vu que j'avais des bonnes capacités d'endurance sur des distances qui étaient beaucoup plus, enfin qui étaient pour nous quand on était en CM2 peut-être, qui étaient des distances longues, hein. C'était des 800 mètres, des 2000 mètres. Et j'ai vu que tout de suite, j'étais relativement bon là-dessus, parce que j'étais plutôt dans les meilleurs sur ces distances-là. Par contre, dès qu'il s'agissait du sprint, là, voilà, j'étais pas dernier, mais disons que j'étais pas dans les premiers. Donc très vite, j'ai vu que j'avais plutôt des aptitudes sur des courses d'endurance. Et c'est continué comme ça un peu dans mon cursus scolaire, à l'école primaire, ça m'a suivi, collège, lycée. J'ai vu que j'étais plutôt à l'aise dans les moments d'endurance. Parce que le sport que beaucoup détestent, je pense, période collège-lycée où on doit faire des tours de terrain, courir. Ça saoule vite du monde. Moi, j'aurais du mal à dire si ça me plaisait ou pas, mais en tout cas, j'étais bon. Donc, généralement, quand on est gamin, quand on voit qu'on est bon à quelque chose, on a tendance à l'aimer. Moi, en tout cas, ça a tendance à nous plaire. Donc, j'en raffolais pas, mais comme je voyais que j'avais des facilités, ça me permettait. Enfin, voilà, j'étais plutôt bon. Donc, j'avais des bonnes notes en endurance, c'est comme ça que ça s'appelait. Et puis, en parallèle, je me suis mis au foot. Parce que le foot, bon, c'est le sport que tout le monde faisait, enfin, qui est facile à faire. Moi, mon grand frère en faisait, donc je pense que ça m'a influencé. Puis on jouait dans le jardin, on faisait du foot, donc ça m'a tenté et ça m'a bien plu. Et du coup, j'en ai fait pendant pas mal de temps. Alors, je dirais collège, lycée, j'en ai fait. J'aurais pu dire à quel moment j'ai arrêté, mais j'ai repris pendant mes études quand j'ai commencé à faire des études à Nancy. Et par contre, je courais pas. En fait, l'endurance, c'était que quand j'étais contraint de courir ou de faire des tours de terrain au foot, par exemple. Mais pareil, faire des tours de terrain au foot, ça me dérangeait pas tellement. Et parce que je voyais que c'était relativement facile et même je pense qu'au foot j'étais pas très bon techniquement, mais comme j'étais plutôt bon physiquement, j'avais une bonne endurance, ça me permettait de largement compenser. Donc j'ai pas marqué énormément de buts. Par contre, en termes de défenseur, je pense que j'étais sur tous les ballons. Donc ça m'a aidé à être pas trop mauvais. Donc voilà, j'étais mis au poste qu'il fallait, donc ça a un petit peu aidé. Et petit à petit, je me suis mis au sport, comme tu disais, grâce à mon papa qui lui courait depuis déjà pas mal d'années. Et moi, ça nous arrivait avec mes frères de le suivre en vélo. Et à un moment, je ne sais pas trop comment on est arrivé à ça, mais on s'est donné un peu le défi de courir le même semi-marathon, qui était le semi-marathon de Beaune en 2014. Donc déjà là, on a fait un bond un peu en avant. En 2014, j'ai 20 ans. En tout cas, je vais bientôt avoir
20 ans et j'ai le défi de faire dans quelques mois, parce que forcément on se prépare un peu au dernier moment, dans quelques mois de faire un semi-marathon. Donc super motivé, c'était un peu la compétition. Donc je me suis mis à m'entraîner tout l'été. Donc je suis passé de une sortie d'entraînement plus une séance de foot par semaine à essayer de courir tous les jours en me disant ah, ça va être super technique, je vais courir tous les jours, comme ça je serai super fort. Je me suis pas blessé, en tout cas je crois pas que je me sois blessé à ce moment-là. Je pense que j'ai eu de la chance. Si j'avais continué 2-3 mois comme ça, je pense que j'allais au carton complet. Du coup, je me suis entraîné, donc j'étais en stage sur Lyon à ce moment-là. Je me suis entraîné, alors à faire des distances au début, c'était du 5 km. Et comme j'étais assez endurant, finalement 5 km ou 10 km, ça passait assez facilement. Ça m'effrayait pas, ça allait bien. Donc ça s'est fait comme ça. Et avant de faire ce fameux marathon de Beaune qui était plutôt en fin d'année, enfin, qui est toujours d'ailleurs en fin d'année, je faisais mes études à Nancy et il y avait le semi-marathon de Nancy et le 10 km de Nancy qui était juste avant, quelques semaines avant. Donc je me suis dit, bon, bah, super idée, une semaine avant le semi de Beaune, je vais faire le semi-marathon de Nancy, comme ça au moins je me prépare à fond. Et si je fais le semi de Nancy, la semaine d'après, je vais être encore plus fort parce que je serai entraîné sur le semi. Donc chose que je ferai plus trop maintenant en termes de gestion des compétitions et des entraînements, c'est pas terrible, mais moi j'étais très motivé pour le faire. Donc j'ai fait ce premier, j'ai dû commencer par un 10 km quand même. Il faudrait voir dans le calendrier comment ça s'enchaînait. J'ai dû faire peut-être le 10 km de Nancy, donc première course de ma vie. Je mets un dossard, je connaissais pas trop l'univers athlétisme, course à pied, compétition. Je connaissais que les matchs de foot globalement. Et super expérience, vraiment. Ça m'a plu tant sur le côté motivation de courir avec parce que c'est des milliers de personnes à Nancy, donc ça fait un gros peloton, donc ça fait vraiment une grosse énergie, tu vois, qui se lance en plus Plastade, donc c'est un super départ. Mais ouais, 2000 personnes, ça fait du monde, tu vois, t'es les uns sur les autres au départ, tu te dis, waouh, il y a le stress, le speaker au micro qui t'annonce, qui fait le décompte, et tu commences à un peu à avoir les frissons, tu te dis, oh, ça y est, le petit stress d'avant-course. Donc je découvrais un petit peu ça, et j'ai adoré, vraiment, que ce soit sur le 10 km ou le semi de Nancy, j'ai le côté, tu vois, s'entraider, se motiver. En fait, c'est une compétition, mais qui n'est pas contre les autres, parce que chacun, en fait, fait une compétition contre soi, donc tout le monde s'entraide. Et tout le monde se motive à se pousser pour faire le chrono qu'il souhaite. Et donc, j'ai dû faire 1h29 au SMI là, pour mon premier SMI. Ouais. Donc, j'étais relativement confiant pour le semi d'après, parce que avec mon papa, disons que j'étais assez confiant parce que lui, il courait depuis quelques temps, mais je crois que ses chronos à ce moment-là, ça devait être dans je veux pas dire de bêtises, mais peut-être 1h35, 1h40. Ouais. Donc, je savais que j'avais un peu de la marge. Alors depuis, il a fait des beaux chronos. Il a fait 1h26. Donc là, s'il avait fait ça au moment, à cette époque-là, je pense qu'il m'aurait, il m'aurait battu. Ça m'aurait peut-être découragé. Ou peut-être pas. Je pense que ça aurait sans doute motivé à m'entraîner encore plus. Mais donc bonne expérience sur ce marathon de Nancy et une semaine ou quelques semaines après, semi-marathon de Beaune en 2014. Pareil, super expérience. Donc là, je commençais à me dire, ah tiens, si on s'entraîne encore un peu plus, on peut peut-être essayer de progresser. Puis ça me plaisait tout de suite. Après, je faisais mes études, tu vois, à Nancy. Donc à Nancy, on faisait des soirées, on commençait. Il y avait moins l'entraînement rigoureux comme j'ai maintenant. Et il y a eu une bonne pause où j'ai un peu lâché la compétition parce que l'objectif de la course avec le papa, c'était passé. Donc je me suis dit, bon bah voilà, on verra prochain défi. Ça y est, Et je l'ai battu, c'est bon quoi. comment? Ça y est, je l'ai battu, je lui ai montré que j'étais fort. Voilà, c'est ça. Puis ça se trouve, c'était un coup de chance, donc on va pas retenter. On va rester sur un 1-0 et puis voilà, on va pas prendre de risques. Non, et puis lui, il faisait des trails aussi en même temps. En tout cas, il en faisait quelques-uns dans les Vosges et il m'a parlé du trail des crêtes vosgiennes. Je trouvais ça incroyable de courir sur les crêtes. Et lui, il disait, pour moi, c'était la grosse course, tu vois, c'était 30 km avec du dénivelé. Lui, le faisait en 3h40. Je me disais, waouh, 3h, plus de 3h30 de course, c'est énorme, quoi. C'était comme si on faisait un marathon en termes de temps. Et donc, en 2015, je me suis inscrit à mon premier trail. Je connaissais pas trop. Je faisais que du coup, tu vois, des courses sur route, des 10 km, des semis. Je me suis dit 30 km, c'est un bon challenge. Ça fait que, entre guillemets, 10 km de plus que le semi. Bon, bah, normalement, ça passe, quoi. J'ai déjà dû faire des 20 km à l'entraînement. Je me dis 30 km, bah, ça ira, quoi. On Donc, moi, je suis on n'est pas à 50 km près avec Benjamin.
je suis parti faire au plus vite, tu vois, en me disant 30 km, ça ira. Et puis tout le monde me disait, en tout cas ceux que j'entendais, ils me disaient, oh, tu verras, faut gérer jusqu'à la Schlourte. Et puis après, les 10 derniers kilomètres, c'est là où ça se joue. Puis moi, bah, je suis parti trop vite. À la Schlourte, j'étais un peu trop en avance par rapport à ce que j'aurais dû être par rapport à mes entraînements. Et kilomètre, juste 1 kilomètre après la Schlourte, j'ai explosé complet, des crampes, à plus pouvoir marcher. Je rejoignais péniblement les ravitaux, je testais tout, tu vois, je testais les tucs trempés dans le coca, enfin peut-être des tucs au coca, tu vois, avec du raisin, avec de l'eau chaude. Enfin, j'ai tout essayé pour que les crampes passent. Ouais, Donc j'ai dû mettre 2 heures pour faire les 20 premiers kilomètres et presque autant pour faire les 10 derniers. d'accord. Donc, donc, ça a été un long chemin de croix, ça m'a bien fait découvrir le monde du trail et comme quoi finalement 30 kilomètres de trail, bah, c'était un peu plus que 30 kilomètres de route. Donc c'était une bonne petite claque mais pour autant j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ça, ce côté nature, trail. Et donc là on est en 2015 et ensuite bah tu vois, j'ai quand même persévéré, ça m'a pas dégoûté, ça m'a justement motivé à m'entraîner un peu plus. Et petit à petit, voilà, faire d'autres courses, 2016, 2017, à essayer un peu de découvrir des nouvelles courses. Et donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Puis, plus tu progresses, enfin, plus tu t'entraînes, plus tu vois que tu progresses et puis que tu grappilles des places dans les classements ou tu fais baisser un petit peu le chrono si on parle plus de la route. Et c'est hyper motivant, en fait, parce qu'avec la course à pied, tu peux facilement voir ta progression. Et la courbe de progression au début, elle est énorme. Enfin, tu progresses vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus, je partais d'un niveau, je pense, qui était plutôt bon. Donc je me disais, j'ai peut-être un potentiel à peut-être performer encore. Donc, c'était très, très motivant de se voir progresser. Il me semble qu'il y avait un potentiel, effectivement, si je peux me permettre, il y avait de quoi faire. Alors, j'enchaîne justement par rapport à ça, pour parler un peu de licence athlétisme, pour expliquer simplement que tu prends ta première licence d'athlétisme en 2017, c'est au CAHM, et c'est en septembre 2021 que tu viens à l'AVEC, que tu passes à l'AVEC. Oui, c'est ça. Euh, et je voulais justement faire un peu le lien entre, on va dire, habituellement, on a des entraîneurs, on a une team, etc. Et justement, parler justement du fait que tu as un peu une cellule familiale, en fait, qui tourne autour de toi. Si tu peux nous en parler, nous en dire un petit peu plus, quoi. Ouais, ouais, complètement. Moi, j'ai première licence d'athlète, du coup, comme tu l'as dit au CHM en 2017. Moi, avant, comme je viens pas du tout du monde de l'athlétisme, Ouais. le côté licence, le côté entraîneur, entraînement sur piste, moi ça me parle pas du tout. Je m'entraînais à la Pépinière à Nancy, je faisais des tours de la Pépinière pour ceux qui connaissent un peu, qui s'entraînent un peu sur Je Nancy, connais ou pour le long avoir du fait 10 canal. km. Effectivement, je vois l'endroit. Ouais, bah voilà, donc le tour fait 1,7 km, donc je peux te dire que les sorties, on faisait un paquet de tours, mais c'était sympa, tu vois, c'est le côté. Enfin bref. C'est Et nature en pleine ville à Nancy, c'est vrai que c'est super agréable à ouais, côté. c'est cool, parce que mine de rien, c'est assez grand, hein. C'est un grand parc et t'as Oui, oui. l'impression, alors même si c'est un peu goudronné, t'as l'impression quand même d'être un peu en nature, donc c'est toujours cool. Et Et donc, tes parents, ta famille, c'est un peu ta team. Alors justement, alors tout en me parlant de tes parents, tu m'avais dit que tu n'as pas d'entraîneur spécifique. Donc c'est toi qui t'entraînes, qui te base sur tes sensations, tes entraînements, tes choix. Et alors ta famille intervient à quel niveau? bah, comme tu dis, j'ai pas d'entraîneur, donc je me fais mon planning. Après, en fait, essayer d'atteindre un niveau, disons j'essaye d'atteindre un niveau pas professionnel parce que je travaille à côté à temps plein, mais j'essaye quand même, en étant non professionnel, de m'entraîner comme un professionnel. En tout cas, j'essaye d'optimiser mon temps pour pouvoir maximiser l'entraînement et puis pour essayer de performer au mieux. Donc pour ça, mes parents et ma famille ils m'aident beaucoup là-dessus, tant sur la logistique que sur la motivation. Ils m'accompagnent sur les courses, ils m'aident pour le ravitaillement. Et c'est une aide au quotidien. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Je pense que tout seul, ça serait très compliqué. Tout seul, on peut s'entraîner, mais c'est vrai que il n'y a pas que l'entraînement qui compte, il y a tout ce qui gravite autour. Tu vois, sur le côté ouais, la logistique, la récupération, il y a La pas perte mal de choses. d'énergie, justement, tu peux perdre énormément d'énergie si tu n'as pas quelqu'un qui supplée à ça, quoi. Exactement, exactement. D'où l'important justement d'être bien entouré. Et moi, j'ai la chance, donc et ça se fait en famille, donc tu vois, c'est sympa. On va sur les courses en famille, on partage pas mal de bons moments, donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Alors, j'enchaîne également avec la question suivante, c'est, même si tu as déjà un peu parlé de ça, c'est
on va la modifier un peu, mais il n'y a pas un peu de monotonie parfois avec des distances pareilles, où toi, tu prends vraiment un plaisir fou aux longues distances? Bon, c'est difficile à dire. Forcément, il y a toujours des moments, même sur les longues distances, où c'est dit, non, peut-être pas. C'est assez rare les moments où je me demande ce que je fais là. Tu vois. Quand je me le demande, quand je me demande ça, généralement, c'est que c'est la course de trop ou l'entraînement de trop ou que tu vois, il y a une fatigue qui est anormale. Mais si je suis dans de bonnes conditions, je me pose jamais trop de questions. Après, tu vois, pour en faire le parallèle avec l'entraînement, par exemple, forcément, à courir, il y en a beaucoup qui trouvent ça très ennuyant parce que c'est toujours pareil ou parce que ça peut être long. Hein. On fait des sorties de 5 heures le long du canal. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent trouver ça un petit peu long, mais je sais pas, moi c'est quelque chose qui fondamentalement me plaît, donc tu vois, autant le côté, moi j'aime bien l'effort de courir, donc que ça soit en forêt, le long du canal, j'ai pas tellement de lassitude à ça, et c'est pour ça que les longues distances, je pense que j'ai des bonnes aptitudes physiques pour de la longue distance, et même mentalement, c'est pas quelque chose qui me fait peur, et ça peut se travailler. Quand on est habitué à faire que des footings d'une heure, un footing de 2 heures, ça va paraître très très long. Et comme je fais beaucoup de sorties, généralement minimum entre 1 heure et demie et 2 heures, maintenant quand je sors 1 heure, j'ai l'impression d'être à peine sorti et revenu. Donc ça se travaille. Ça se travaille. Mais le côté lassitude des longues distances, non, j'ai jamais trop été touché. Et même sur un 100 km tout plat, où on peut se dire le temps peut sembler long, il peut sembler long, mais généralement c'est qu'on est vraiment dans le dur et c'est qu'on a envie d'en finir, mais il n'y a pas tant la lassitude. D'accord. Mais alors, par exemple, pour que les gens comprennent, on va prendre l'exemple d'un 100 km que tu veux préparer, un championnat de France de 100 km. Ça consiste en quoi ton entraînement en termes de volume, de durée d'entraînement, d'intensité? Ça va être quoi la semaine type de Benjamin Paulin pour préparer le 100? Alors, à semaine type, généralement, j'arrive à courir une à deux fois par jour. En tout cas, je fais tout le temps, tous les jours, 2 entraînements. Donc, c'est soit de la course à pied le midi et soit du vélo, soit de la course à pied le soir. Ouais. Et en temps normal, c'est, on va dire, entre 20 et 25 km le midi et entre 10 et 12 le soir. Donc, ça fait des semaines qui sont autour entre 200, 210 km. Ça, c'est ce que j'arrive à peu près à faire. Et pendant les pics de la préparation pour des 100 km, j'essaye de prendre des jours de congé pour pouvoir faire des semaines plus longues en fonction des possibilités avec mon boulot. Mais généralement, j'ai la possibilité de prendre une journée dans la semaine où je vais faire une sortie plus longue et là, je peux atteindre 230, 240 km. Donc, c'est beaucoup de volume en kilomètres. Et après, les intensités, j'essaye d'en faire au moins 2 ou 3 dans la semaine. Alors, on n'est pas sur des intensités où on prépare des 10 km forcément, mais ça reste des choses, des intervalles peut-être plus longs, mais relativement intenses quand même, où on va travailler une allure supérieure à l'allure marathon ou de l'allure 100 km sur des longs tempos. Donc, je pense que la clé pour préparer du 100 km, ça va être quand même le volume, pour préparer son corps à courir longtemps, parce que c'est quand même minimum 6h30, 7 heures d'effort. Ouais. Donc, si on fait beaucoup d'intensité, mais qu'on fait que des séances d'1 heure, je pense qu'au bout de 2, 3 heures, on risque d'avoir des surprises. Oui, Donc, je pense. la clé, ça va être vraiment le volume. Après, 200 km, j'y suis pas arrivé du jour au lendemain. Tu vois, si on revient un peu l'historique 2014, 2015, 2016, Mhm. je faisais 20 km, 30 km par semaine, grand max. Et puis en fait, petit à petit, alors j'ai pas toujours eu la progressivité exemplaire. Hein. C'est vrai que généralement, il faut jamais trop augmenter son volume d'une semaine sur l'autre à plus de X%. Mhm. Moi, j'ai dû faire des semaines à 50, 70, et puis à un moment, je me suis dit, oh tiens, je vais essayer 150. Et à 150, c'est bien, ça tient une semaine, super, je vais retenter. Et puis au bout de la deuxième, on se dit, oh là, et on se demande comment font les gens pour s'entraîner 200 bornes. Donc en fait, Ouais. j'ai fait, plus je m'entraînais, plus j'avais envie de m'entraîner. Sauf que faut faire les choses intelligemment. Et comme j'étais tout seul, j'avais pas d'entraîneur, donc je testais un peu des choses. Donc j'ai fait des erreurs, je me suis blessé, rien de trop grave, mais des petites tendinites, des petites gênes à droite à gauche. Et donc on apprend comme ça. Si c'est pas catastrophique, donc je me disais bah tiens, j'essaie d'augmenter. Hop, je commence à avoir des petites tensions. Bah je réduis, je vois. Et donc petit à petit, là maintenant ça fait presque 10 ans, j'ai atteint ce volume. Et donc, ce qui me permet maintenant de faire à peu près en moyenne 200 km assez facilement, en tout cas sans risquer
de me blesser, en tout cas. Mais alors justement, pour que les gens, ceux qui nous suivent doivent être certainement beaucoup des spécialistes, mais juste pour que tu donnes, que les gens comprennent un petit peu l'allure au kilomètre sur un 100 km, que tu maintiens 100 km, c'est laquelle à peu près? Alors, l'allure que j'ai dû faire sur le dernier championnat de France, qui était un parcours tout plat, donc vraiment propice à faire un beau chrono, c'était 3 minutes 55, je crois, au kilomètre. Okay. 3 minutes 55 ou 56, c'est à peu près dans ces eaux-là. Que tu maintiens donc pendant combien d'heures de course alors sur 100 km? 6h35. Voilà. Donc juste, et là, j'ai réussi à faire un truc assez régulier. Tu vois, généralement, quand tu regardes de la courbe, en tout cas, moi, je pensais que c'était une fatalité de décélérer en fin de course. Et là, j'ai été bien linéaire. J'ai eu un petit creux entre le 75 et le 85e kilomètre. Mais après, j'ai réussi à être assez linéaire. Donc, c'est pas on part à 3,40 et on finit à 5 minutes au kilomètre. En tout cas, moi, je le conçois pas trop comme ça. Il faut vraiment se connaître vraiment sur le bout des doigts. Parce que déjà sur un 10 km, on a cette tendance parfois à partir un peu vite, à pas respecter l'allure. Mais là, sur 100 km, si tu fais un peu l'idiot, c'est foutu. Il faut vraiment se maîtriser et se contrôler au niveau de l'allure. Mais ça, j'ai de la chance là-dessus parce que depuis toujours, alors je sais pas trop comment c'est fait. Je pense que j'ai un coup de chance ou c'est un peu inné. Mais j'ai toujours réussi à trouver, tu vois, dès le début des courses, l'allure qu'il fallait maintenir. Je crois que par le passé, tu vois, que ça soit sur du 10, du semi ou sur du trail. Et c'est pour ça que j'ai gagné des trails en faisant une espèce de des remontées, des remontadas, tu vois, sur des courses. C'est qu'en fait, c'est pas que j'accélérais en fin de course, c'était que tout le monde partait trop vite et tout le monde ralentissait complètement sur la deuxième partie et moi, je l'ai doublé à ce moment-là. Mais tu ramasses les morts, en fait. Ouais, bah, c'est ça. Et en fait, c'est pas parce que je faisais une fin de course incroyable, c'est juste que je partais sur un rythme que je pensais tenir sur toute la durée de la course et pas que sur la première partie de course. Donc, c'est des stratégies différentes. Il y en a qui partent très vite au début parce qu'ils savent ils vont ralentir. Moi, j'ai toujours été habitué, en tout cas, mon corps aime bien quand c'est lissé. Donc, pour ça, le 100 km, c'est idéal parce que je pense que la meilleure gestion, c'est vraiment de lisser son effort et d'être le plus linéaire possible. Et ce que j'ai fait sur le trail, où c'est pas forcément évident, tu vois, parce que en trail, il faut vraiment le faire aux sensations, parce que tu peux pas regarder le chrono, parce que dans les montées, forcément, tu iras moins vite. Mais j'ai été assez bon sur les gestions de course là-dessus. Donc c'est vrai que sur un 100 km, c'est un vrai plus de savoir, de se connaître, de connaître un peu les sensations, savoir ce que ça fait de courir à un effort 30 minutes, un effort 1 heure, 2 heures et 6h30, du coup, essayer de gérer. Et j'ai pas trop le souvenir d'être allé trop au carton en me disant le risque c'est de partir un peu trop, enfin de partir pas assez vite, mais tu vois, sur un 100 km, si tu pars pas assez vite et que tu t'en rends compte au bout de 20 bornes, bon bah il te reste 80 km pour accélérer. Donc normalement, ça va, il y a encore de la place. Voilà, quand tu dis ça, ça a l'air simple. Vu de mon niveau, voilà, c'est une autre approche. Mais j'entends ce que tu dis. Hein, j'entends ce que tu dis. Justement, sur toutes les distances. C'est applicable sur toutes les distances. Hein. Ça peut être la même chose sur un 10 km. Tu sais bien que si on fait les 2 km, les 2-3 premiers kilomètres à fond, bah, la course, elle nous paraît interminable, alors qu'il ne reste que 7 entre guillemets, mais on peut vite craquer. Donc. On est au-delà du seuil pendant je ne sais pas combien de temps après, c'est ingérable. Face au kilomètre. En cross, c'est différent. En cross, c'est un petit peu différent. En cross, ça réfléchit moins, je pense. C'est on part au sprint et on voit comment on finit. Donc, c'est une autre approche qu'il faut, à mon avis, pas appliquer sur 100 km. Mais c'est sympa de voir ça aussi. Ouais, justement, alors ce n'était pas prévu dans mes questions, mais justement, cette capacité d'adaptation, parce que tu arrives à faire 3e quand même d'un championnat Grand Est sur une distance de 9 et quelques kilomètres de souvenir. C'est tellement justement, entre guillemets, une sorte de sprint par rapport à ce que tu fais habituellement. C'est assez surprenant en fait. En fait, physiquement, toi, tu as des fibres rapides, des fibres lentes. En fait, tu as tout qui est. Le corps est vraiment hyper adapté. Tu es hyper polyvalent. Ouais, bah, mais moi sur un 100 mètres, et puis on verra si j'ai des fibres rapides. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est des efforts qui paraissent différents, mais entre courir un cross et un cross long, donc de 9 km, et courir un semi, un marathon, 100 km, c'est un peu autre chose, mais j'essaye de travailler un petit peu toutes les allures. Tu vois, que ça soit des allures 10 km, semi, marathon,
et de faire un peu un mix de ça, et puis de rajouter du volume par-dessus, et puis ça te fait une prépa où tu es assez polyvalent. Donc je serais pas le meilleur d'ailleurs. Tu vois, j'ai fait troisième, j'ai pas gagné le championnat Grand Est. Donc j'arrive à me débrouiller sur à peu près toutes les distances au-delà de 10 km. En dessous, j'ai pas encore fait, mais je pense que ça serait sympa pour l'expérience. À mon avis, ça serait pas non plus flamboyant sur le résultat, De mais tester un 5 km? comment? De tester un 5 km par Ouais, exemple? ou un 3000 pistes, moi c'est ça qui me plairait D'accord. bien. Tu vois, c'est de chausser les pointes et d'aller courir sur la piste. Ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu faire aux interclubs, mais ça tombait pendant Ouais. les championnats de France. Donc, Alors le défi, on l'a noté, hein. ouais, bah 3000 oui, mètres oui. au pied. Hein, on la garde celle-là. Ah, mais j'aurais dû y être, hein. Sur les interclubs, moi, si je fais un 3000, franchement, je serais content pour l'expérience. Bah, alors, l'an prochain, alors, à moins que ça rentre de nouveau dans le planning du 100 km. Ouais, à voir. Si ça peut passer, franchement, ça serait sympa. Alors j'enchaîne justement par rapport à tous ces kilomètres que tu ingurgites. Est-ce que tu peux nous expliquer à quelle hygiène de vie tu t'astreins? Alimentation, repos, organisation? En fait, c'est quoi le secret de Benjamin Paulin? Ah, le secret, ouais, il y a un grand secret, attention. Non, bah, le secret, en fait, c'est des choses assez basiques. Voilà, c'est s'entraîner, bien manger et bien dormir. Tu vois, ça paraît un peu bateau, mais c'est ça. Donc bien s'entraîner. Bon, je ne sais pas si je m'entraîne bien, je m'entraîne beaucoup, j'essaye de le faire à peu près intelligemment. Ça a l'air de fonctionner à peu près, donc c'est Ouais. cool. Euh, le sommeil, super important. Donc j'essaye tu vois, de faire des vraies nuits, donc des vraies nuits de au moins 8 heures à peu près. Donc, Ok. je veux dire que moi, je suis plutôt du matin, donc je suis pas un couche-tard non plus. Donc, voilà, il suffit d'avoir des bonnes nuits. J'essaye voilà, de pas trop sortir et tout. Donc, pour On ça, reste je suis sérieux. relativement casanier. Ouais. Donc je veux pas non plus. Donc, c'est assez facile de faire des bonnes nuits. Et puis après, l'alimentation, c'est une alimentation équilibrée. Tu vois, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, essayer de manger des produits locaux, bio si possible, le moins transformé possible. En fait, c'est un peu respecter la grande théorie de l'alimentation saine, globalement. Tu vois, c'est pas d'excès, c'est des choses assez simples. Je bois pas d'alcool. Et Donc, justement, alors, on parle souvent des pâtes. On lit souvent des athlètes qui, 2, 3 jours avant une grande course, vont manger un peu plus de pâtes qu'à l'habitude. Alors, est-ce que c'est ton cas? alors moi, je mange pas de pâtes, ou si j'en mange des fois, mais c'est pas très régulier. Après, je mange du pain. C'est peut-être pas l'aliment le Tu as un nutritionnellement le plus adapté, mais c'est en fait, je pense que mon régime alimentaire, c'est le bon compromis entre bon apport en nutritionnel et puis bon et gustativement un truc qui me plaise. Enfin, Mhm. c'est essayer je suis pas dans ce qu'il faut à 100% de la théorie, où c'est 100% parfait, mais c'est un peu un compromis. Donc, pour quand même qu'il y ait un peu de plaisir dans l'assiette et en même temps que ça soit de l'alimentation qui m'apporte le nécessaire pour l'entraînement et puis pour le reste. Pour que j'ai assez d'énergie pour C'est les ça. courses. Donc, je dis pas que je le fais pas. Ça m'arrive de manger des pâtes ou du riz ou un peu plus avant les compétitions. Après, généralement, j'essaye de pas trop changer mes habitudes alimentaires avant les compétitions. Donc tu vas jouer un petit peu sur les portions. Tu vas peut-être augmenter un petit peu les portions de féculents, de riz, de pâtes ou de pain. Tu vas baisser un petit peu les portions de légumes pour essayer de laisser un peu l'intestin au repos. Mhm. Et puis, mais sinon, c'est essayer d'avoir à peu près quand même le même principe d'alimentation toute l'année pour pas trop être traumatisé avant les compétitions. D'accord. Alors là, on va revenir, on va faire une petite parenthèse sur tes 2 titres de champion de France sur le 100 km et ta participation au championnat du monde du 100 km. Alors, moi je me posais la question, alors peut-être que ça intéressera également aussi les autres, hein, je ne me la pose pas tout seul, c'est quoi le processus de sélection pour être sélectionné au championnat de France du 100 km et également pour les championnats du monde? Je sais pas, on vient de chercher, on te dit, tu as fait un minima, mais un minima sur quoi? Il n'y a pas forcément de Coupe du Monde du 100 km, donc comment ça fonctionne? Alors, je suis pas un super expert en ça, hein. Je vais essayer de te donner les éléments de réponse que j'ai. Mais si au pire, je vois qu'il y a Julien Nison, là, mon Ah, il est là. camarade, dans Le le chat. Donc, camarade champion. il pourra peut-être laisser les commentaires si je dis des conneries. Mais
En gros, alors pour les championnats de France, je crois qu'il n'y a pas de sélection. Tout le monde peut s'inscrire à condition d'avoir une licence d'athlète. Donc, ça, D'accord. a priori, ça devrait le faire. Et ensuite, pour tout ce qui est sélection nationale et championnat du monde, ça va dépendre de la fédération, ce qui donne comme c'est eux qui fixent les critères de sélection. Donc D'accord. moi, l'année où j'ai fait les championnats de France en 2022, c'était une année assez particulière parce qu'avec le Covid, les championnats de France de 2020 et 2021 ont été un peu chamboulés, ce qui fait qu'il y a eu un championnat de France fin d'année 2021 et un championnat de France début d'année 2022. Et en fait, comme les années les années enfin les saisons de compétition d'athlètes, c'est calé par rapport aux années scolaires, Ouais. donc de septembre à août. Mhm. Ce qui fait que cette année-là, il y avait 2 championnats de France sur la même année, sur la même saison, Ok. donc entre fin 2021 et début 2022. Donc en fait, je crois qu'ils ont dû sélectionner le podium du premier et le podium du deuxième championnat de France, à condition de faire un certain chrono. En fait, ils prennent podium championnat de France et puis peut-être les 3 meilleures hautes performances sur 100 km. Et Ça doit être plus ou moins ça. dans la foulée, c'est donc la Fédé qui va vous choisir, c'est ça? Enfin, c'est ce que tu viens de m'expliquer pour le championnat du monde, c'est ça? Tout à fait, Ok, tout à fait, tout à fait. pour le championnat du monde. Ok, d'accord. Ouais, c'est la Fédé qui choisit quels athlètes ils vont emmener là-bas. Ok, Sachant qu'il y en a 6 hommes, 6 femmes. Donc après, les critères, ils les fixent comme ils veulent et puis ça va dépendre un petit peu des courses qui se sont passées, tu vois. Ils choisissent un peu comme ça. Et moi, d'accord. quand j'ai fait les championnats de France en 2022, je t'avoue que moi, c'était ma première expérience sur 100 bornes. Donc en fait, ce que je voulais, c'était surtout tester la distance. Et j'avais pas tellement en tête le côté championnat du monde. Tu vois, c'était un truc, je t'avoue que quand je me suis inscrit, je savais même pas qu'il y avait des championnats du monde de 100 km. Donc je suis arrivé limite en touriste en me disant, ah bah tiens, si tu fais un chrono en dessous de, je crois que c'était 7h15, potentiellement tu peux aller en équipe de France. Donc D'accord. t'imagines bien le coup de motivation sur la ligne de départ en me disant, oh, il y a une sélection d'équipe de France en jeu. Ça me faisait rêver, quoi. C'était un truc qui me faisait rêver. Bah, déjà, en étant tout gamin, quand tu joues au foot, côté maillot de l'équipe de France, équipe Bien de sûr. France, c'est Une un truc de fierté. dingue. Bah, c'est une fierté, ouais. Tu cours plus pour toi, mais tu cours pour le maillot. Tu vois, Mhm. donc c'est une autre dimension, quoi. Donc ça fait vraiment rêver. Et c'était un objectif ou un petit rêve que j'avais de le faire en trail. Parce que je savais qu'en trail, je connaissais un petit peu mieux. Je savais qu'il y avait des sélections, que les champions de France, ils pouvaient aller en équipe de France. Donc ça me faisait rêver. Et en 2021, je fais quatrième des championnats de France de Mhm. trail. Et je me dis, quatrième, même si c'était une année où il n'y avait pas tous les meilleurs, je me dis, oh, peut-être qu'en travaillant encore dans quelques années, peut-être que ça sera accessible. Et quand j'ai vu que je pouvais être en équipe de France sur 100 km, là, c'était énorme. Je me suis dit, oh, ça va être délire championnat du monde. Alors, c'était dans une destination qui n'était pas très exotique, c'est à Berlin, donc c'est pas très loin. Mais franchement, expérience de dingue. Expérience de dingue. Alors, je fais une parenthèse. On va pas. Il y a quand même quelques personnes là qui commentent. On va quand même pas les oublier parce qu'en plus ils sont encore ils restent avec Ah, nous. je vois pas les commentaires, moi, du coup, en fait. Je vois les gens qui arrivent, mais je vois pas les commentaires. Alors j'ai Gump Booba, je sais pas qui c'est, qui nous dit la win à Milo. Ah, Ça on je en vois. parlera tout à Moi, je vois l'heure. bien qui c'est, ouais, je le salue. C'est J'ai Michel. l'Athletic Club Neufchâteau qui dit qu'ils seront derrière toi pour Mio Benjamin. Et on a Sylvie Chevalet qui nous fait des applaudissements. Voilà pour les commentaires là en direct. C'est sympa. Pour rester sur le championnat, alors justement, tu as plus ou moins répondu, mais entre tes 2 titres de champion de France et ta participation au championnat du monde du 100 km, c'est quoi en fait de ces trois-là que tu retiens, enfin l'événement qui t'a le plus marqué? Voilà, j'ai du mal à sortir ma phrase. Je pense où il y a eu le plus d'émotions, honnêtement, ça reste le premier championnat de France. D'accord. Parce que c'est un titre national, c'est vrai que c'était assez. Je dis pas que c'était inespéré parce que, en fait, quand je regardais les chronos des autres années, je me sentais capable de pouvoir faire un chrono un peu similaire.
Donc, je visais le chrono. Je me suis dit, je regarde par rapport aux autres années, ça peut faire un podium. Mais de là à être devant sur les championnats de France. Et surtout, en fait, c'est en, en sachant ce que ça allait représenter, ce qu'il allait avoir derrière. Tu vois, il y avait l'émotion de gagner, Mhm. mais il y avait aussi l'émotion de se dire, bah, dans quelques mois, j'aurai le maillot de l'équipe de France. Donc, tu vois, c'est le cumul du titre et de la sélection en équipe de France qui a fait que c'était super sympa et que c'était un moment de dingue. En plus, j'étais avec mon grand frère, on avait fait la course ensemble, lui m'accompagnait en vélo. Donc là, Mhm. c'était un moment assez fort, hein, j'avoue. Et après, ça a été les championnats du monde, parce que championnat du monde, mais tu vois, j'avais le temps de réaliser un petit peu, tu vois. Parce que on a fait un stage avec l'équipe de France d'une semaine, ils nous ont filé les maillots de l'équipe de France. Donc, tu vois, quand tu commences à le porter, tu te dis, ah, tu réalises vraiment que, tu vois, ça va être sympa. Donc, c'est vrai que c'est plutôt le premier championnat de France et après la sélection, ça reste un moment magique, surtout un moment partagé. Tu vois, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté, course à pied, c'est un sport individuel. Mhm. Moi, je m'entraîne tout seul toute l'année. Quand je fais mes courses, bon, bah, si je perds, je déçois que moi parce que tu vois, il n'y a pas d'équipe, quoi. Alors que là, l'équipe de France, le côté courir pour l'équipe, tu vois, surtout que moi, j'avais, à titre individuel, j'avais pas grand-chose à aller chercher, hormis une place d'honneur, mais j'allais pas chercher les premières places. Donc, tu te bats, tu sais que tu vas te battre pour l'équipe et qu'il y avait des possibilités de faire un résultat par équipe. Et quand ça donne à la fin une médaille de vice-champion du monde par équipe, tu partages une médaille, c'est énorme. Franchement, en plus, on avait une super équipe, on s'entend bien, donc ça, c'était une belle fête. Bah, pour les initiés, c'est vraiment des noms qui claquent, hein. L'équipe de France, la vice-championne du monde sur 100 km. Pour ceux qui connaissent un peu ce monde-là, c'est vraiment, voilà, c'est les meilleurs des meilleurs en France, hein. Ouais, puis c'est cool parce que tu vois, on était sur les podiums avec des belles nations de l'ultra-distance. Tu vois, les premiers, c'était les Japonais qui ont un peu surclassé la course. Et les troisièmes, c'était les Sud-Africains, qui sont aussi une belle nation de la course à pied et de la course à pied longue distance. Donc vraiment, on n'avait pas à rougir de notre résultat et on était vraiment content de monter sur la deuxième marche. Il y a de quoi être fier, il y a de quoi être fier. Et alors, en dehors du niveau national et international, on parlait tout à l'heure d'émotions, de certaines courses. Alors, non, en dehors de ce niveau-là, laquelle de course ou lesquelles restent gravées dans ta mémoire? Là, une question risquée que tu me donnes là parce que si je cite pas une des courses que j'ai faites ces derniers temps, Il va y ils avoir vont des être problèmes. Tu les dis toutes, Ouais, tu es non. tranquille. Bah déjà, faut avouer que moi j'adore faire des courses dans les Vosges, dans les Vosges. Oui. Et ce qui est sympa, c'est que avec le temps, je suis de plus en plus encouragé, tu vois. Là-dessus, c'est vrai que quand j'y arrive, je suis super bien accueilli. Les gens sont, bon, comme toujours, ils sont très très gentils. Et d'année en année, c'est vrai que j'ai ce petit truc d'encouragement en plus. C'est vrai que ça, c'est super cool. Et après, moi, j'aime bien l'organisation. Tu vois, j'ai commencé par des courses locales. Et c'est là où tu trouves vraiment l'ambiance. Moi, c'est ça qui m'a plu. Tu vois, c'est le côté, tout le monde s'encourage. Il n'y a pas vraiment le côté ultra compétition. Il y a le côté convivial, les ravitaillements super sympas, les bénévoles qui ont le sourire. Enfin, tu vois, le côté un peu artisanal de l'événement. Et ça, c'est un truc vraiment, vraiment sympa. Et du coup, moi, j'adore, tu vois, faire des courses. Si je pouvais, j'en ferais quasi tous les week-ends, quoi. J'en fais déjà beaucoup, mais j'essaye de faire aussi des choses un peu intelligemment. Mais il y a pas mal enfin, toutes les courses que je fais autour de la maison, c'est vrai que j'aime beaucoup. Après, pour en citer Ouais. quelques-uns, c'est facile de citer celui qui est à côté de chez moi, le Trail des Brosses, parce que c'est Mhm. une course, comme je te disais, tu vois, je vais sur le départ en courant. Donc déjà, ça, c'est assez royal parce que c'est sur mes terres d'entraînement où je m'entraîne tous les jours. Et là, même si je découvre pas de nouveaux chemins, t'as le plaisir, tu vois, de courir avec un dossard sur les endroits que tu connais. Tu mentalises un peu le parcours en disant, tiens, je vais passer sur tel chemin, des trucs que tu connais où je cours en semaine dessus. Donc ça c'est cool. Et l'autre coup de cœur que j'ai découvert il y a quelques années, et ça a eu lieu ce week-end, c'était le défi des pestiférés. Ah Ça, bah, c'est c'est une dans les super course. commentaires. Il y a quelqu'un qui dit en Ah ouais. parlant Ah bah oui, il y a Marie qui a mis un message. Bah oui, oui. Ça, c'est le vrai événement coup de cœur. Tu vois, j'y suis passé ce week-end, un peu frustré parce que je pouvais pas y aller toute la journée parce que j'ai la course la semaine prochaine à Millau.
Mais ça fait partie des événements que je conseille à tout le monde et je vous invite à prendre connaissance si vous connaissez pas. C'est vraiment c'est le super mélange entre un truc sportivement qui est assez dur, tu Et vois, bien, c'est assez ouais. challengeant comme truc, et en même temps, en termes d'ambiance, franchement, c'est royal. Tu vois. Et Donc, alors, je te lis juste le message de Marie qui rajoute le meilleur coureur humain et toujours souriant. C'est pour ça qu'on adore le voir revenir tous les ans. Et même à Chamonix, on le reconnaît. Tu peux même plus sortir tranquille, Benjamin. ouais, parce qu'on s'est croisés à Chamonix, donc c'est sympa en tout cas. Merci pour le message. Alors, on enchaîne. Il y a déjà des questions, mais on les gardera pour la fin. Des questions qui sont d'ailleurs très intéressantes. Là tu es vraiment, à mes yeux, dans la forme de ta vie. Tu me diras si je me trompe. En tout cas, je trouve que tu enchaînes les victoires les unes après les autres. Entre le marathon de Paris, championnat de France 100 km, les victoires sur les trails là, qui s'enchaînent. On a parlé avant du 100 km de Millau, c'est un objectif, tu peux nous en parler. Mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs à court et moyen terme? Parle-nous d'abord de Millau. Hein. Ouais, mais alors, pour parler de la forme de ma vie, en fait, je suis encore dans une période de progression. Donc, c'est ça qui fait plaisir, c'est que, en gros, aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier et je serai meilleur demain, tu vois, globalement. Donc, c'est ça qui fait plaisir, c'est que pour le moment, la courbe, elle reste, elle est pas linéaire, mais disons qu'il y a encore de la progression. Donc, je me dis, plus les courses passent, plus ma forme augmente. Donc, ça, c'est cool. Et après, pour le 100 km de Millau, gros objectif de cette saison aussi. En fait, j'essaye de me limiter dans le choix des objectifs, en tout cas d'avoir des objectifs principaux et puis des objectifs peut-être plus secondaires. Mhm. Globalement, cette saison, elle s'est tournée autour du championnat de France de 100 km, donc au Ouais. mois de mai, et le Mhm. 100 km de Millau. Tu vois, c'était les deux gros objectifs. Et autour de ça, il y a eu le marathon de Paris et il y a eu les crosses. Il y a eu d'autres courses aussi entre ces deux championnats, enfin ces deux courses de 100 km. J'ai fait Mhm. un petit peu de trail aussi parce que c'est un truc qui commençait un peu à me manquer. Et en même temps, c'était pas innocent non plus parce que à Millau, il y aura beaucoup de dénivelé. Contrairement au championnat de France où c'était vraiment tout plat. Là, à Millau, il y a 1300 de dénivelé. Ah ouais. Donc, c'est pas de l'ultra trail non plus, hein, c'est pas. Mais pour une course sur route, ça commence à faire, surtout qu'il est concentré vraiment sur la deuxième partie de course. Donc on aura des vraies montées, des vraies descentes. Et donc, quand on fait que du plat, c'est vrai que ça peut secouer un petit peu d'avoir quelques montées, quelques descentes. Je pense surtout aux descentes parce que moi, je suis pas très bon musculairement là-dessus si je mets pas l'accent sur les descentes. Mhm. Donc, le fait de faire du trail, en fait, autour de mes deux objectifs principaux, j'essaye de faire quelques compétitions à la fois plaisir et en même temps un petit peu en termes d'entraînement pour pouvoir arriver le mieux possible sur l'objectif de Millau. Mais on est d'accord que l'objectif, quand tu dis objectif, c'est gagner. Alors, quand je parle, en l'occurrence, oui, l'objectif des Millau, clairement, je vais pas me le cacher, c'est plutôt de gagner. Après, moi, je pars généralement sur pas forcément en me disant je veux gagner cette course-là, parce que finalement, être devant, ça dépend de moi, mais ça dépend aussi des autres. Bien sûr. Si quelqu'un, euh, si quelqu'un met, je sais pas, 6h30 à Millau, c'est peu probable que j'arrive à faire ce chrono-là. Mais si je fais 7h35 à Millau, je serais fou de joie. Enfin, ça serait réussi, quoi. Donc en D'accord. fait, la victoire, c'est difficile de la mettre comme objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire une course pleine avec la forme du jour, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est de faire une course sans regret où on est vraiment à 100%. Donc c'est de faire une bonne préparation et ensuite le jour J, mettre tout en place pour que ça se passe bien. Et tu vois, typiquement à Paris, je pense avoir fait une bonne préparation au marathon de Paris, mais j'espérais un chrono autour des 2h20, 2h21. J'ai fait 2h23, c'est que entre guillemets 2 minutes. Mais tu vois, sur route, ça se parle souvent en secondes ou en minutes. Et donc, je dis pas que j'étais déçu parce qu'au final, j'ai fait la course avec les armes du moment. J'étais impliqué à 100%. Je suis arrivé sur la ligne d'arrivée. J'avais l'impression d'avoir tout donné. Et donc, c'est un peu ça l'objectif, tu vois. Quand je parle d'objectif, c'est vraiment de se dire, je vais mettre tout en place pour être performant au maximum ce jour-là. D'accord. Euh, et ça, c'est difficile de le reproduire plusieurs fois dans la saison. Parce qu'en fait, ça demande pas mal d'investissement de se mettre à 100% sur une course. Ça demande, par exemple, là, tu vois, 2 semaines avant Millau, je commence à réduire vraiment mon volume d'entraînement, je commence à faire moins d'entraînement. Et après, j'aurai pas mal de temps de récupération parce que on est entamé vraiment après la course. Donc,
tu vois, rien que pour un objectif, tu as en gros 3 semaines où l'entraînement est un petit peu chamboulé. Donc, si tu commences à faire ça tous les mois, bah, tu t'entraînes jamais vraiment bien. Donc, tu enchaînes les compétitions, mais tu pousses jamais vraiment. Tu vois, tu es tout le temps soit en récupération, soit en période qu'on appelle d'affûtage où on réduit un peu l'entraînement. Mm. Donc, c'est pour ça qu'en ciblant, je fais 2 gros objectifs et puis le reste, c'est plus de la préparation. D'accord. Et donc, c'est samedi, Mio, on est d'accord? C'est samedi prochain Ouais, ou c'est ça. dimanche? Samedi? C'est le samedi, ouais. D'accord. Samedi, départ à 10h. On suivra ça, on suivra ça. Ouais, je vais essayer de partager sur mes réseaux un peu des liens. Je pense qu'il y aura des liens, des suivis et des lives, soit vidéo, soit en tout cas au moins les temps de passage. J'essaierai de faire le mieux. Alors, je profite de l'occasion pour dire que sur la page là, que je gère, à l'occasion, je ferai ce qu'on appelle, là on a des interviews longues, pour prendre le temps de discuter, je ferai des interviews flash, je vais appeler ça, où en fonction des performances de certains athlètes, et notamment ceux qui sont déjà passés, on profitera pour faire juste 10 minutes de retour derrière une course en fonction des disponibilités, bien sûr, de l'athlète. Là, c'est une question à plus long terme. Benjamin Paulin, il a 29 ans. Comment il se voit à 35-40 ans et sur quel type de course? Bah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tu m'aurais posé la même question il y a 2 ans. Bah, je pense que jamais j'aurais imaginé le 100 km. D'ailleurs, ça se trouve, je ne connaissais pas vraiment la distance, hein, pour être honnête. J'étais un peu novice. Donc, c'est très difficile d'imaginer parce que, en fait, il y a pas mal de facteurs. Tu vois, si par exemple l'année prochaine, il y a des championnats du monde sur 100 km, probablement que je vais rester sur 100 km. Et puis en fonction de comment ça va se passer, peut-être que ça va me donner envie de continuer là-dessus et de rester à 100% là-dedans. Ou alors, il y a pas de championnat, et puis je vais me dire, tiens, le trail, ça me manque, je vais partir plus sur du trail. Et puis pour peu qu'il y ait une course qui se passe bien, je me dis, tiens, je vais peut-être essayer de pousser. Donc honnêtement, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que je vais faire dans 3, 4, 5, 6 ans ou même 10 ans sportivement. Donc, je me laisse un petit peu guider par les résultats, par l'envie, par un peu les opportunités de faire des courses un peu sympas à droite à gauche. Il y a de fortes chances que je continue à courir. Alors après, voilà, on sait pas trop, mais j'aurais du mal à dire si je serais plus sur la route, sur du trail, sur du court, du plus long. Difficile à dire. Alors, j'ai compris ton fonctionnement, mais est-ce que l'ultra trail t'es déjà passé dans l'esprit? Oui, alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé le trail, tu vois, j'ai augmenté petit à petit les distances. Et pour moi, c'était un petit peu bon, bah, je valide une course de 20 km, hop, ça c'est validé, j'ai le droit de passer à l'étape d'après. Et en me disant que c'était une suite logique, et puis qu'en fait, si tu t'entraînes plus, tu auras le droit de faire des courses plus longues. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est très différent. Entre courir une course de 15 km et une course de 30, déjà, il y a quand même des bonnes différences. C'est pas tant une question d'entraînement, mais c'est assez différent. Et quand on commence à pousser à 50, voire 100 km, comme j'ai pu faire en 2019 sur une des courses de l'UTMB, où là, on court pendant à peu près, moi j'avais mis 12h30, on se rend compte qu'en fait, on passe quasiment presque dans un autre sport entre courir un trail de 30 bornes, où on est pendant 2 heures, pas à fond, mais presque, et une course de plus de 12 heures où on est vraiment dans une autre aventure où il y a plus de gestion, il y a plus de facteurs qui peuvent nous perturber la course, donc forcément il y a plus de choses à gérer, que ce soit la météo, le matos, l'alimentation, parfois même le sommeil si on commence à parler de courses plus longues. Et en fait, c'est pas tant une fin, enfin l'ultra trail, c'est pas la suite logique en fait forcément pour tout coureur en fait. D'accord. On peut faire de la course à pied pendant 10 ans et jamais passer sur l'ultra trail parce qu'en fait on passe vraiment dans une catégorie différente et on est quasiment dans un autre sport. Donc En ça termes de m'a préparation, je pense que tu aurais moins de choix de course, enfin moins de choix de course. Tu serais beaucoup plus vraiment centré quasiment uniquement là-dessus, quoi. moi, je sais pas trop parce que tu vois, on voit, alors sans vouloir me comparer à un Mathieu Blanchard par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense que vous le connaissez pas mal. Tu vois, il fait deuxième de l'UTMB où là il fait quatrième cette année et il fait quasiment le même chrono que moi à Paris. Tu vois, il Ouais. finit, je sais il m'a doublé au 38 ou 39e kilomètre. Donc tu vois, il touche quand même, il fait de l'ultra trail
et il fait quand même du marathon à côté. Et il est performant sur marathon et il est excellent sur ultra. Donc, je pense que c'est pas incompatible. Après, si on veut être, de toute façon, si on veut être hyper performant et être le meilleur, faut s'entraîner de façon spécifique. Mais comme c'est une discipline où il faut vraiment devenir, enfin, qui commence à se professionnaliser, c'est sûr que si tu veux être vraiment performant sur l'ultra trail, oui, il faudra peut-être envisager d'un entraînement un peu différent. D'accord. Bon, il nous reste 4 questions. On est déjà à une bonne heure. Hein. On s'ennuie pas, hein, mais on va quand même essayer d'accélérer pour ne pas perdre non plus les spectateurs. On va en terminer sur la partie sportive. Là, on va passer plus sur la partie, on va dire, marketing liée aux équipementiers. Parce que tu m'as expliqué qu'en 2021-2022, tu as fait partie d'une team New Balance pendant une saison. Et si je ne me trompe pas, actuellement, tu es en partenariat avec la marque vosgienne Céramique. Est-ce que tu peux… Ouais, enfin, voilà. Explique-nous alors. Ouais. Je peux préciser, ouais. Alors New Balance, c'était ouais la marque qui m'avait contacté pour me proposer d'intégrer le team. Hein. C'est quelque chose qui se fait pas mal dans le monde du trail, c'est d'avoir des teams gérés par des marques et ensuite voilà de faire des petits groupes comme ça, vraiment des équipes associées à des marques. Et New Balance m'avait proposé ça. Et j'ai voulu un peu tester pour l'expérience parce que quand je commençais, moi, ça me faisait rêver. Tu vois, on voyait les équipes Salomon courir. Tu vois, on se disait, voilà, c'était un peu le Graal, quoi. Donc, j'ai été très flatté d'avoir cette proposition. Donc, j'ai essayé un an, en tout cas une saison, et c'était pendant la période post-Covid où il n'y avait pas beaucoup de rassemblements, il y avait des courses, mais on évitait encore un peu, tu vois, les rassemblements avec les équipes. Donc en fait, c'était vachement virtuel, tu vois, le côté équipe. On portait le même maillot, mais en fait, on courait jamais, on se voyait pas trop souvent, on se voyait même pas. Parce que moi, j'étais dans les Vosges, eux étaient plutôt sur les secteurs des Alpes. Ouais. Et donc, il n'y avait pas ce petit truc en plus de motivation équipe. Donc, ça devenait juste de l'équipement. Et j'ai préféré arrêter parce que je préférais avoir la liberté du matos que j'allais porter et pas avoir de contraintes par rapport à ça. Donc, tu vois, j'ai pas continué, mais c'était quand même une belle expérience et petite frustration de pas être vraiment géographiquement vraiment proche de l'équipe pour pouvoir partager des entraînements, de l'expérience, pour vraiment faire une team comme ça, quoi. Et avec Céramique, alors, quel est est-ce qu'on peut parler de partenariat? Alors, ouais, alors avec Céramique, c'est une marque vosgienne, donc forcément, moi, c'est quelque chose qui me parle. Et suite aux 2 titres de championnat de France, enfin de champion de France, on a échangé, et on a eu l'idée de marquer un petit peu le coup et de faire un petit t-shirt justement à l'image, enfin pour célébrer ou pour immortaliser, je sais pas comment on peut le dire, mais immortaliser les 2 titres de champion de France. Donc on a fait un concept, un design un peu symbolique avec tu vois un liseré bleu blanc rouge sur les manches, avec des sapins, avec l'indication du 100 pour rappel de 100 km. Donc on a fait un petit partenariat comme ça. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas vraiment un sponsor, mais c'est un petit partenariat sur un t-shirt comme ça qu'on a pu faire, qu'on aura peut-être la possibilité de vendre s'il y a des demandes, mais rien n'est fait, donc on verra la suite. Donc, tu réponds à la question que j'entends, alors même des personnes qui ne pratiquent pas, parce que j'ai montré ce t-shirt, on en parle d'ailleurs de ce beau t-shirt. Incroyable. Et les gens qui ne sont pas dans la course à pied qui me disent, mais est-ce qu'on peut l'acheter chez Céramique? Donc, en tout cas, la question se pose au niveau de Céramique. C'est ça. Bon, normalement, on va essayer de faire un truc parce que j'ai eu pas mal de demandes et c'est vrai qu'on a essayé de faire un t-shirt qui soit pas non plus, c'est pas le t-shirt de Benjamin Paulin, tu vois, c'est un t-shirt qui est pas mal symbolique, tu vois, pour les Vosgiens ou pour ceux qui aiment bien courir. Donc, normalement, on va essayer de faire quelque chose. D'accord, parfait. Alors, on continue. Alors, on va terminer pareil sur le sport, mais sur la partie test antidopage. Alors, en fait, c'était arrivé récemment, là, lors de ta victoire sur le trail des Crêtes Vosgiennes en 2023. Tu as eu le droit à ton premier contrôle antidopage. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une première. Alors, après, sans entrer dans les débats manichéens, comme on en avait déjà discuté, est-ce que tu penses que ta discipline, quand je dis ta discipline, le trail en particulier, cette discipline-là,
Est-ce qu'elle est épargnée par le problème du dopage? Et comment vis-tu cette possibilité qu'éventuellement un concurrent pourrait te battre avec du dopage? Bah, écoute, de toute façon, je crois qu'il y a déjà eu des cas de dopage dans le trail qui ont été Mhm. révélés il n'y a pas si longtemps que ça avec différents coureurs. Donc, pour la réponse, est-ce qu'il y a du dopage dans le trail? Visiblement, il y en a parce qu'il y a des contrôles positifs qui tombent. Mhm. Mais moi, je suis quand même content de voir qu'il y a des contrôles. Tu vois, ça fait 10 ans que je cours et il a fallu quand même attendre 10 ans pour que j'ai un contrôle. C'est Donc, tu vois, c'est vrai. que, il y en a, mais il y en a quand même pas très, très souvent quand même. Donc, bon, je pense que de toute façon, c'est une bonne chose qu'il y en ait. Tu vois, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Après, j'imagine, ça coûte assez cher de faire des contrôles. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc, moi, ça m'a rassuré. C'est un bien grand mot, mais disons que déjà, j'ai été flatté parce que, tu vois, quand j'étais pas contrôlé, je me dis, je suis pas assez bon pour qu'on me contrôle, tu vois, parce que Ouais. généralement, ils contrôlent les premiers, Ouais. ils contrôlent pas ceux qui sont derrière. Donc, je me suis dit, ah là, ça y est, c'est que j'ai atteint peut-être un certain niveau pour que j'ai le droit de me faire contrôler, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a. Tu vois, la crête vosgienne, c'est une course à rayonnement régional. Tu vois, Mhm. c'est pas non plus la course, c'est pas les championnats de France. Donc, ce qui veut dire que tu vois, même sur les courses régionales, ils commencent à faire des contrôles. Ils vont en faire de plus en plus. Je sais pas s'ils en font de plus en plus, mais en tout cas, c'est bien que tout le monde sache qu'il y en a. Et après, forcément, là où il va y avoir un peu d'argent, il va y avoir un peu des gens qui auront envie de, Le tricher. de prendre des trucs. Après, moi, j'essaye d'être assez naïf là-dessus. Moi, je me pose pas trop de questions. Le mec, il est devant moi. Je me pose jamais la question de, ah, bah, il est devant moi parce qu'il se dope. Je Bien me sûr. dis, bon, bah, j'ai qu'à être meilleur. Donc, j'essaye d'être assez naïf volontairement là-dessus en me disant qu'il y en a pas, mais puis que s'il y en a, bah, de toute façon, enfin, Ça t'empêche pas de gagner. ouais, ouais, non, mais ça m'empêche pas de courir en tout cas. C'est sûr que C'est vrai. au moins, moi je vois qu'il y en a, tu vois, c'est déjà une bonne chose et puis que ça continue. Je pense qu'on est quand même relativement épargné par rapport à d'autres sports. Donc, Il me semble aussi. Dernière question, je vais en faire deux en une. hmm. C'est plus intime. Est-ce que tu peux nous parler des études que tu as faites et du métier que tu as actuellement, que tu pratiques actuellement, et nous expliquer si, en dehors de la course à pied, mais à mon avis, ça te prend déjà énormément de temps. Il y a d'autres passions en fait derrière pour éventuellement penser autre chose que la course à pied. Alors moi j'ai fait des études d'architecture à Nancy et Mhm. après mon diplôme, je suis rentré dans les Vosges sur Épinal pour travailler. Dans un premier temps, je suis rentré dans la boîte que j'occupe actuellement. C'était plutôt pour un petit boulot. De 6 mois sur une mission informatique. Et finalement, j'ai eu des opportunités de faire évoluer un petit peu le poste. Et là, ça doit faire 4 ans et demi que j'y suis, alors que ça devait faire 6 mois là-bas. Donc, tu vois, c'est que j'y suis bien. Et donc, je travaille au syndicat d'électricité des Vosges. Donc, c'est D'accord. une collectivité locale qui accompagne les communes dans la transition énergétique. Donc, on Ok. est un Ça petit peu détaché du diplôme de base d'architecte, mais on est dans l'aménagement du territoire, donc il y a pas mal de valeurs communes. Donc moi, ça me plaît bien. Et puis je trouve mon équilibre entre le boulot, l'entraînement. Donc comme tu dis, ça prend pas mal de temps. Donc j'ai pas 10 000 hobbies ou 10 000 bien sûr. passions autour, mais je dois avouer que depuis toujours, j'ai été pas mal jeux vidéo. Ah, Donc, généralement, ça fait rire les gens quand j'en parle parce que, tu vois, entre sport et jeux vidéo, des fois, on a l'impression que c'est deux mondes complètement à part. Mais en fait, il y a pas mal de liens, hein. Mais ouais, ça, j'aime bien. J'avoue, des jeux vidéo, je vais pas commencer à en citer, mais bah, j'aime vas-y, bien. tu peux m'en donner un ou deux, histoire de voir si j'ai joué au même. Ah bah, en ce moment, c'est plutôt League of Legends. Je sais pas si ça te Ah, parle. ah, t'es sûr. Effectivement, c'est plutôt ordinateur Ouais, alors, en jeu c'est vidéo. plutôt PC, ouais. Ouais, 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 non, c'est pas plutôt trop bien en ligne. console. Il y a eu un Ok, peu de FIFA, mais tu vois, c'est plutôt PC quand même. d'accord. Ok. Bon, on va en terminer. On a discuté de tout. On va regarder avec les commentaires. J'ai vu quelques questions qui sont rajoutées. Alors, ceux qui sont encore spectateurs, n'hésitez pas à lâcher les autres questions. Peut-être pas Donc, je de tout le monde, j'ai peut-être trop parlé. non, pas du tout, pas du tout. Alors, j'essaie de retrouver les questions dans
ordre, 8 commentaires. Alors, défi des pestiférés, toutes les gauches sont avec toi, amuse-toi et profite. Alors, il y a quelqu'un qui me dit une revanche sur la Sainte-Lyon, pour l'interrogation de la part de Hervé Croza. Ah ouais, la Saint-Élion. Ouais, c'est une course. En fait, je sais pas si bah, tu connais la Saint-Élion. Oui, je crois que tu l'avais effectivement. Elle était dans ton palmarès, ça, on en avait parlé, il me Ah semble, ouais, non? alors elle l'est, mais en petite ligne, hein. En fait, c'est une course que j'ai fait quatre fois au total. Les gens, ils se souviennent surtout des 2 dernières éditions où j'ai abandonné. Ah, En fait, d'accord. c'est une course, tu pars de Saint-Étienne, tu arrives à Lyon, mais tu pars à 23h30, donc tu pars de nuit et c'est au mois de décembre. Donc en fait, tu cours toute la nuit en hiver, globalement, hein. Ah Donc ouais. avec tout ce qui va avec, la neige, le froid, le brouillard, la pluie. Et les 2 dernières éditions, j'ai abandonné. C'est une course qui fait 80 km à peu près. Mais bon, c'est une grosse course en France, hein. Ça fait partie des plus gros trails. Je sais pas combien on est, mais il y a plusieurs milliers de coureurs qui le font chaque année. Et c'est une course assez mythique. Elle est symbolique. Tu vois, elle relie deux villes. C'est un côté un peu aventure de courir toute une nuit dehors en hiver. Et ouais, les 2 dernières années, ça m'a pas trop réussi. Je vous avoue qu'à la fin, j'avais plus du tout envie de faire cette course parce que tu vois, c'est tellement des conditions. Tu te dis, bah, t'as rien à faire dehors le samedi soir à minuit ou à 2 heures du mat. T'es dans les monts du Lyonnais perdu avec ta frontale. Enfin, c'est une vraie galère, mais quand t'arrives, c'est une belle satisfaction. Donc je pense que j'y retournerai, peut-être pas cette année, rien n'est sûr encore, mais je prendrai ma revanche sur cette course, ouais, un jour. Tu as répondu à Hervé, là j'ai retrouvé l'autre question entre-temps. Alors, c'est Benito Burpee qui nous demande bonjour, est-ce que Benjamin, tu utilises la mentalisation pour les courses ou les entraînements? Et merci pour le dialogue et la photo à l'infernal cette année. Excellent. La mentalisation, je pense que ouais. Après, je le conscientise pas tant que ça, mais forcément, tu vois, que ça soit avant ou après une compétition, j'essaye ouais, de visualiser un petit peu le parcours, de voir les difficultés. En fait, c'est toute une préparation, qu'elle soit préparation mentale ou préparation au niveau logistique. Tu te mets dans tes conditions de course, tu te prépares aux difficultés, tu te prépares un petit peu au matos dont tu as besoin, tu te mets un petit peu dans ta bulle. Donc, est-ce que c'est ça de la mentalisation? Si c'est l'est, bah effectivement, j'en fais un petit peu. J'essaye de me préparer mentalement, physiquement, un petit peu au moment. Tu vois, Millau, la préparation, elle passe par savoir quel ravitaillement je vais avoir, comment est le parcours, quelles sont les difficultés que je vais rencontrer sur le parcours. Tu vois, essayer de voir un petit peu les bosses. Donc, c'est plein de choses comme ça. Ok, donc là tu as répondu également. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions, justement, je parlais de Maë. Alors, je sais pas si elle est encore là, Maë. Je vois la maman, mais si elle a une question à poser, qu'elle en profite. Les autres également. J'ai Gump Buba qui a, donc ça je te l'ai déjà dit tout à l'heure, la Win à Millau. Ah, j'en ai alors encore d'autres. Est-ce qu'on peut acheter le t-shirt dédicacé? On en a parlé tout à l'heure. Il aurait Ah, pour carrément le une dédicacer, il figure pour faudra. faire un mille dédicacé. Bon, on va essayer, je vais voir, mais on va essayer de les mettre en vente. Et après, pour le dédicacer, il faut venir me voir dans la forêt d'Olima, à Épinal, et avec plaisir. D'accord. Donc il faudra passer à l'épinal. Oui, sur des courses. Je fais pas mal de courses dans les coins, donc normalement, je devrais pouvoir être joignable. Il y a moyen, il y a moyen, il me semble. Alors j'ai encore d'autres questions. Combien de litres d'eau un athlète comme toi boit-il chaque jour? Oh, ah, beaucoup, hein. Beaucoup, je dirais au moins 5 litres, peut-être. 5 En fait, litres. Ouais, quand même, ouais, ouais. tu vois, c'est très. En fait, comme je m'entraîne 3 heures par jour, c'est un peu biaisé parce que, tu vois, l'entraînement, tu vas vite boire 1 litre. Si je fais un peu de home trainer, je vais boire encore plus. C'est difficile à dire, mais c'est minimum 3, de 3 à 5. Ok. Ensuite, j'ai également donc Hassen Sali, Benjamin, un trainer au top, à quand un run and bike en famille Hassen? Bah, c'est une super question, ça, Hassen, parce que je crois qu'à l'anniversaire de mon frangin, je lui avais fait des affiches avec des fausses courses qui allaient avoir lieu dans les prochains mois, où c'était des courses run and bike.
Et en fait, c'était pour lui faire comprendre que je voulais qu'on fasse un run and bike tous les deux. Et on voulait partir sur des distances assez longues, tu vois, des 100, 150 km en run and bike. Donc, je pense que c'est un truc qui arrivera. Faut juste que je trouve la date avec le frangin, mais il y a moyen que ça soit marrant, ça. Un run and bike en famille. Ok, Hassen. Donc, si jamais Hassen, tu as ta réponse. Maë, quoi, choisir. Alors, ah non, si tu dois choisir entre trail et route, tu choisis quoi? Ah, difficile. Question difficile, mais je pense que je vais essayer de m'en tirer en disant que le 100 km de Millau, ça m'a forcé à m'entraîner de façon un peu différente du 100 km d'avant. Donc, en fait, là, les dernières longues sorties, ça a été sur de la route, mais avec du dénivelé. Donc, en fait, j'ai monté des cols, quelques cols, genre je suis allé au col des Croix, au col de Montfourche, pour ceux qui connaissent un peu dans les Vosges, et je suis monté au Ballon d'Alsace, et je suis monté à la planche des Belles Filles en courant. Donc, tu vois, c'est un mix entre route et dénivelé où tu as un peu un délire trail où tu vas chercher les sommets. Et ça, j'ai bien aimé. Donc, je dirais pas que je ferai ça tout le temps, mais ça m'a plu. Tu vois, monter les cols qu'on fait d'habitude en vélo, là, les monter en courant, c'était pas mal. Surtout que tu es remonté jusqu'au sommet, super planche des belles filles, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, ouais. Je suis content parce qu'il y a un vélo il a essayé de me rattraper et puis il a pas réussi. Donc, Ah putain, écœurant. bon, après, mais c'est dur, hein. Même en courant, la fin, je pense que j'étais content d'être au courant parce que je l'avais déjà fait en vélo. Bah, je Et l'ai fait à vélo, j'en ai chié, hein. Je dis le ouais, mot, désolé du terme, mais j'en ai chié. ah ouais, les derniers 500 mètres, le dernier kilomètre, pas facile, hein. Vraiment, vraiment, c'est un radar terrible. Donc, Maë, j'espère que tu as eu ta réponse. Peut-être que toi aussi, Maë, tu te poses la question en ce moment. Tu m'avais dit route à l'époque, hein, Maë. Ouais, bah, je pense que c'est pareil, course de montagne, piste, route, pas facile, hein. Mais on Non, peut non, faire un petit peu de surtout quand on tout. est polyvalent, je Bah pense, c'est ce que ouais, tu c'est disais ça. avant, c'est en fonction des résultats. Parfois, on se dirige aussi en fonction de là où on gagne, hein, je pense, hein. Ouais, bah oui, puis tu vois, suffit, moi, si on m'avait dit que j'allais faire 100 km il y Oui, c'est a vrai. quelques temps, je n'aurais pas cru, tu vois. Puis, il suffit de faire un truc et puis. Alors, j'ai d'autres questions, plutôt une remarque. Yannick Henrion de l'AVEC, hein, Oh, que tu dois connaître, je bah pense. oui, il a gagné ce week-end. Bravo, oui, c'est vrai, effectivement, il a gagné. Bravo pour tout ce que tu fais et surtout pour l'athlète que tu es. Ah bah c'est gentil. Merci Yannick. J'en ai une autre. Alors, ma femme est pas loin. Alors, elle me pose une question. Elle m'a écrit un papier, hein. J'ai une question pour Benjamin Paulin. Excellent. T'avais qu'à créer ton compte Facebook unique, hein, plutôt qu'on en crée un ensemble. Elle rigole. Es-tu sensible aux conditions météorologiques? Euh, ouais, ça c'est une vraie question parce que oh, c'est un gros facteur. En fait, c'est un facteur qui fait peur, mais j'ai l'impression que ça fait plus peur avant la course que pendant la course. Tu vois, typiquement, quand tu vois une météo catastrophique qui s'annonce, bah en fait, quand tu es sur le moment, une fois que le départ est lancé, il suffit d'avoir le bon matos et tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça. Après, je dis ça, c'est facile, j'ai jamais fait de 100 km sous des trompes d'eau. Mais je pense que si tu as le bon matos et que tu es quand même entraîné à courir plus ou moins par toutes les conditions, c'est ça doit aller. Mais c'est quand même un élément à prendre en compte, que ce soit grosse chaleur ou grosse pluie, froid. Je me souviens de courses, et notamment genre une Saint-Élion, avec un matos pas du tout équipé pour la pluie, de m'être pris 6 heures de pluie pendant la nuit, et puis je suis arrivé complètement congelé. Donc ouais, là, ça m'a un peu calmé, ça m'a un peu fait peur pour la suite. Et du coup, dès que je voyais de la pluie sur une compétition, bah, tu vois, je prenais la veste imperméable plus plus. Ouais. Mais c'est un truc qu'on apprend à courir avec. Et de toute façon, quand je m'entraîne tous les jours, fatalement, je suis obligé de courir par toutes les conditions. Donc, ça va, je commence à être un peu entraîné. Donc, normalement, ça me fait un petit peu moins peur qu'avant. Mais alors, j'essaye de préciser, d'aller encore plus loin dans la question. Est-ce que tu as des meilleures sensations quand il fait, j'exagère, hein, moins 10 ou quand il fait 40? Est-ce qu'il y en a, enfin, des meilleures. C'est à quelles conditions, en fait, où tu sens qu'il y a quand même voilà, un petit problème? Ah, je pense que c'est le cas. Je pense que par forte chaleur, c'est là où je suis le plus performant. Quand il fait vraiment très chaud. En fait, D'accord.
je pense que ça a un impact sur ça a un impact sur la performance pour tout le monde, la chaleur. Mais je pense être une personne qui l'accepte très bien, ce qui fait que ma performance est moins dégradée quand il fait très très chaud. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt un avantage quand il fait très chaud. Quand il fait très froid, ça me dérange pas plus que ça. Il suffit de bien s'équiper. Je pense, mais c'est vraiment, j'ai un vrai avantage quand il y a de la chaleur, je pense. On l'a vu sur pas mal de courses où, bah, en fait, la chaleur, le problème, c'est que c'est vraiment physique. Tu vois, quand le corps il veut plus, que tu n'arrives plus à boire ou que tu bois pas assez, tu es très très vite rattrapé par ça. Et moi, pour le coup, j'accepte bien la chaleur. Donc, on va dire la chaleur. Ok, c'est noté pour la chaleur. Je regarde en même temps. Donc, Hassen qui redit, tu devrais t'aligner sur le marathon des sables vu que tu aimes la chaleur. C'est sûr. C'est sûr, mais le marathon des sables, il faut. Tu sais, c'est une course sur plusieurs jours où tu es en autonomie quasiment totale. Donc, tu as un sac à dos qui fait plusieurs kilos sur le dos. Donc, tu vois, si moi j'ai un sac à dos qui fait 6-7 kilos, voire 10 kilos, tu vois, je fais moins de 60 kilos. Donc, ça va être. Le sac à dos, il va commencer à peser lourd. Et ça risque d'être dur. Question suivante, on a Joris Giuliani. Salut, il y a d'autres sports qui te passionnent, Benjamin? Qui me passionne autant que la course à pied, non, pas spécialement. Par contre, je suis assez passionné par par beaucoup de sports en tout cas. Je suis le genre de personne qui va regarder le journal dans la page sport pour voir un peu ce qui s'est passé. Je vais suivre un petit peu, je suis encore un petit peu le foot, mine de rien, même si j'en fais plus. Je regarde un peu les résultats de la Ligue 1, je regarde un petit peu l'actualité vosgienne en termes de sport vosgien. J'aime bien, je suis passionné, on va dire passionné de sport au sens large. Et du coup, ça me fait suivre un petit peu pas mal d'événements. Je regarde le tennis, je regarde un peu tout. Ok, hyper éclectique. Ah, ça continue, Rémi Lacroix-Clément, que tu connais certainement très bien aussi. Bravo Benjamin, bel échange et merci à ta team familiale pour le partage de ta passion et de tes performances en images. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est mes parents. Généralement, quand je me déplace sur les courses, j'ai ma maman qui fait le ravitaillement et j'ai mon père qui est à la photo. Et à la photo ou à la vidéo. Donc, pour ça, c'est sympa de souligner ça parce que généralement, c'est grâce à lui qu'on a le droit des petites photos, des petites vidéos. Et si ça vous plaît, tant mieux parce qu'on va essayer de continuer. À Millau, on va essayer de faire ça bien. Avec plaisir, parce que c'est vrai que cette page elle est vachement bien fournie. Hein. Je la conseille pour ceux qui éventuellement ne la suivraient pas. Je pense qu'on a quand même souvent des initiés, mais si jamais on la mettra en avant, c'est vraiment une page bien faite, régulière, où on suit vraiment tes entraînements et tes objectifs régulièrement. C'est génial. Ah, c'est cool. Merci. Ouais, j'essaye, je sais que j'ai quelques questions des fois. C'est vrai que ça interroge un petit peu, que ce soit l'entraînement ou un peu l'échange qu'on a eu aujourd'hui, tu vois, de se poser la question, parce qu'il y a pas que l'entraînement. Et puis, même l'entraînement, tu vois, je poste tout sur la plateforme Strava. Donc, les gens, des fois, ils peuvent voir ça. Puis après, ils se posent des questions un peu comment ça se passe. Donc, là-dessus, c'est bien de pouvoir échanger. Nickel. Écoute, je ne vois plus de questions pour l'instant, donc on laisse une minute si jamais, et puis on clôturera l'interview. Alors je meuble la minute, hein, sauf si une autre question arrive, pour te remercier encore une fois, hein, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai des retours de Benjamin Paulin et c'est comme ça que je l'ai vécu la première fois que je t'ai croisé. Tu es un mec hyper simple, hyper agréable. C'est vraiment facile de discuter avec toi. Alors, comme j'ai déjà dit une fois à Maë, lors de la première interview, on est tous différents, personne n'est parfait, mais c'est vraiment très facile de t'aborder et c'est un trait de personnalité qu'on apprécie vraiment chez toi. Ta simplicité par rapport justement comment dire, un palmarès qui est quand même super étoffé. Il y en a d'autres hein, qui ont des melons comme ça. C'est pas ton cas et c'est vraiment très agréable. Ça fait vraiment plaisir. Nous, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, c'est de continuer sur ce chemin. On te suivra régulièrement. On se croisera certainement sur certaines courses ou certaines compétitions. Ce sera avec plaisir de te voir sur les interclubs si ça colle bien l'an prochain. Ouais, ça va bien. Ouais. Ah, et j'ai Sandrine, donc ça c'est la maman. J'ai quand même quelques. Bah voilà, il y en a qui rajoutent. La maman de Maë qui nous dit bravo pour ce beau parcours. Hervé Croza, belle personne, tout à fait d'accord avec ça.
belle personne qui en plus parle. On pourrait l'écouter pendant des heures. C'est hyper agréable. Donc voilà, nous on te souhaite vraiment en fait très bonne continuation. On va suivre ce 100 km de Millau. Si l'occasion se présente et après on te lâchera peut-être pour plusieurs mois, mais si jamais victoire il y a, je me permettrai de te contacter. C'est sûr, ouais. Et voilà, et nous on dit, alors on me dit de te passer le bonjour de Yann Robichougne. Ah, c'est gentil. Ça te dit que, alors c'est mon beau-frère, c'est le frère de ma femme. Que tu as dû croiser d'ailleurs sur l'Infernal Trail, il est speaker également là-bas. Ah, yes, oui, tout à fait. Voilà. Et Rémi qui en termine. Bravo à vous deux pour ce live. Et bon, Mio, Benjamin. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Ouais, et puis merci pour l'invitation et puis bravo pour la technique. Là, on a géré quand même. Ah, carrément, carrément. La version radio pour toi, franchement nickel. Hein. Et il n'y a pas eu un seul bug. C'est fantastique. Ouais, c'est plus facile de courir un 100 km que de mettre en place un live comme ça, mais on a réussi. Je ne veux pas comparer, mais parfois c'est plus chiant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, au plaisir. Bonne continuation. Ouais. À 10 jours à Millau et donc à bientôt aussi également sur une course sur un stade. Ouais, super. Bah, merci à tous d'avoir écouté. Et merci à tous les spectateurs. À bientôt. Salut. Ciao, ciao, salut.